remous, un vrai travail personnel aussi de détachement d'un certain nombre de croyances à laquelle j'avais été formé au cours de mon parcours, qui consistait à m'accrocher à un système que je croyais démocratique et à me permettre et me pousser à y trouver une place. Ça m'a amené à accompagner les Gilets jaunes, après avoir accompagné Jeune Assange et quelques autres, et à écrire un ouvrage qui s'appelait Abattre l'ennemi, qui était une conception de l'après. C'est-à-dire que si une révolte comme celle des Gilets jaunes avait abouti, si les quelques mètres qui nous avaient séparés de l'Élysée avaient été franchis, quel était le projet politique qui aurait permis de réunifier la France et de lui redonner un destin, au-delà des brisures partisanes auxquelles on est confronté. Donc c'est un vrai travail d'élaboration politique extrêmement précis, avec même un plan de Paris détaillé, où on reconfigure les institutions, on ouvrait Paris au reste de la France à nouveau, à ses classes les plus populaires, ainsi de suite. Et il restait, en fait, après avoir dévoilé le fonctionnement non démocratique et complètement spectacularisé de notre pseudo-régime politique avec Crépuscule, et donc cette conception de l'après, il restait à réfléchir au comment. Comment, en fait, provoquer cette bascule, comment s'assurer qu'un mouvement populaire comme celui des Gilets jaunes pourrait arriver à ses fins, et comment il pourrait produire des conséquences. Parce que si vous restez on l'a vu là sur la réforme des retraites, sur les débats absolument incandescents et artificiels sur les questions des violences policières et par ricochet du coup des violences des manifestants, on rentre dans une dialectique qui est le plus méchant, sur un jugement moral, une forme d'indignation complètement vaine. On ne cesse de dénoncer l'absence de démocratie, tout en cherchant à faire évoluer cette absence de démocratie au sein du jeu dont on dénonce les règles. Et en fait, ce que l'on fait lorsque l'on fait ça, c'est tout simplement chercher à trouver sa place dans ce système. Et c'est tout. Donc la question, c'est comment on sort de cette dialectique infamante, et comment est-ce que l'on propose véritablement en fait, des alternatives qui permettent au peuple de retrouver sa souveraineté. Ça m'amuse par ailleurs que vous citiez Talleyrand, parce que j'ai une petite anecdote, mais qui à mon avis, assez... parce qu'évidemment, une des sources principales de cette forme de révolte qui m'habite par rapport à l'existant, c'est ma pratique d'avocat et la violence avec laquelle la justice en France traite ces populations, son incapacité à réguler la violence pour le coup, et à ne pas fabriquer plus d'injustice qu'à en réparer. Et je représentais des victimes dans le cadre du procès de l'attentat de Nice, une sorte de procès-spectacle complètement ridicule qui a été mis en scène à Paris, donc déjà à plusieurs centaines de kilomètres des lieux, où on a essayé de trouver 3-4 boucs émissaires pour donner l'impression qu'une justice passait, alors qu'en parallèle, tout ce qui a trait aux responsabilités de l'État était complètement enterré. Ça m'a permis d'y interroger Hollande, Cazeneuve, Estrosi sur leurs responsabilités respectives, en dehors évidemment du cadre, ce qui avait le don d'irriter beaucoup le président. Et vous allez voir comment on retombe sur nos pattes, qui était fou furieux en fait, que j'essaye de mettre à nu cette mise en scène, en fait, ce procès instrumental qui n'avait que pour fonction de donner l'impression aux victimes et aux Français que la justice faisait quelque chose.